Alors, comment choisir le tout premier télescope pour un enfant? Ça peut paraître un peu intimidant, mais en fait, c'est assez simple quand on sait quoi regarder. On va décortiquer tout ça ensemble pour trouver le cadeau parfait. Allez, on commence par la première tranche d'âge, les plus jeunes, les moins de 8 ans. Ici, l'idée c'est vraiment de créer cette première étincelle magique, mais sans aucune frustration. À cet âge-là, l'objectif, ce n'est pas de chercher des galaxies à des millions d'années-lumière. Non, pas du tout. Le but, c'est de commencer à reconnaître des formes dans le ciel, de s'orienter un peu, en gros, de tomber amoureux de la nuit étoilée. Il faut donc des outils robustes, avec un grand champ de vision, qui privilégient la découverte plutôt que le grossissement à tout prix. Et la première option va peut-être surprendre, mais le meilleur premier télescope n'est souvent pas un télescope du tout. Ce sont des jumelles. Pourquoi? Parce que c'est super intuitif, on vise, on regarde, le champ de vision est large, c'est parfait pour se balader sur la Lune ou dans la Voie lactée. En plus, c'est solide et ça resservira pour les balades en journée. Côté budget, on est sur quelque chose de très accessible. La deuxième option est géniale, c'est un outil plus conceptuel, un planétarium personnel. Imaginez 60 000 étoiles projetées au plafond de la chambre. C'est une façon incroyable d'apprendre à reconnaître les constellations, peu importe la météo dehors. Ça simule même la rotation du ciel. En fait, c'est comme s'entraîner à lire la carte du ciel bien au chaud pour être prêt une fois sous les vraies étoiles. Bon, passons maintenant à la catégorie des jeunes explorateurs, les 8 ans et plus. Là, on change de dimension. La curiosité est plus grande, on est prêt à passer au premier vrai télescope. Mais avant de parler de modèle, il y a une concept clé à comprendre, le plus important de tous, l'ouverture. Oubliez le grossissement qu'on voit sur les boîtes, ça c'est du marketing. Ce qui compte, c'est le diamètre du miroir ou de la lentille. Pensez-y comme un seau qui collecte la lumière de la pluie. Plus le seau est large, plus il attrape d'eau. Et bien plus l'ouverture est grande, plus le télescope collecte de lumière des étoiles. Et donc, plus les images seront claires et lumineuses. C'est ça, le nerf de la guerre. Pour faire simple, il y a deux grandes familles de télescopes pour débuter. D'un côté, les réfracteurs, on peut les appeler les lunettes astronomiques. Elles utilisent des lentilles. De l'autre, les réflecteurs, qui eux utilisent des miroirs. Chacun a ses avantages. Si l'envie, c'est surtout de regarder les planètes de notre système solaire, alors un réfracteur est un super choix. Le modèle Omégon ici est un classique. Il va donner des images bien nettes, très contrastées, parfaites pour admirer les cratères de la Lune, les bandes de Jupiter ou même les anneaux de Saturne. Et surtout, sa monture est ultra simple à utiliser. C'est un excellent premier pas, très abordable. Maintenant, si la curiosité pousse à aller voir plus loin, au-delà des planètes, vers ce qu'on appelle le ciel profond, alors il faut plus de lumière. C'est là que le réflecteur entre en jeu. Le Skywatcher Heritage, par exemple, a une bien plus grande ouverture. Il collecte 345 fois plus de lumière que notre œil. Ça ouvre la porte aux premières nébuleuses, aux premières galaxies. Et son design est super malin. Il est compact et simple à poser et à utiliser. On arrive maintenant à la catégorie des ados, les astronomes en herbe. Là, la passion peut vraiment devenir sérieuse. Et le choix de l'instrument devient plus pointu. On se retrouve face à une sorte de bifurcation, soit on mise tout sur la puissance visuelle, soit on s'oriente vers l'image numérique. Le premier chemin, c'est celui du puriste, de l'émotion directe. L'idée, c'est d'avoir l'expérience visuelle la plus incroyable possible, l'œil collé à l'oculaire. Pour ça, il faut une grande ouverture. Un Dobson, comme le Skywatcher Skyliner de 200 mm, c'est un monstre de lumière. Avec ça, on ne devine plus les objets, on les voit. On peut commencer à voir des étoiles individuelles dans des amas ou des détails fins, comme la division de Cassini dans les anneaux de Saturne. C'est à couper le souffle. Et pour bien se rendre compte, ce chiffre de 820 fois, c'est la quantité de lumière que cet instrument collecte en plus par rapport à notre œil. C'est juste énorme. C'est ce qui transforme une petite tache floue en un objet céleste avec des détails, de la structure. C'est une autre dimension. L'autre chemin, c'est la révolution moderne, l'astrophotographie automatisée. Le ZWO Seastar, c'est un télescope intelligent. Ici, l'objectif n'est plus de regarder dans un oculaire. D'ailleurs, il n'y en a pas. Le but, c'est de créer des images. On le pilote avec son téléphone, on choisit une galaxie et il fait tout seul. Le pointage, la mise au point et il empile les photos en direct pour révéler des couleurs et des détails incroyables. C'est parfait pour ceux qui veulent créer, capturer et partager la beauté du cosmos. Ok, le choix de l'instrument est fait. Mais attention, ce n'est que la moitié du travail. Pour que la première sortie soit un succès, le rôle du parent, du guide de mission est absolument essentiel. Et il y a une étape, une seule, qui est la cause numéro 1 des abandons, l'alignement du chercheur. Le chercheur, c'est cette petite lunette sur le côté du télescope. S'il n'est pas parfaitement aligné avec le télescope principal, on ne trouvera jamais rien.
La solution est toute simple, il faut le faire de jour. On pointe le télescope sur un objet lointain et fixe, genre un clocher, on le centre bien dans l'oculaire principal, et ensuite, sans plus rien toucher, on règle les petites vis du chercheur pour que sa croix vise exactement le même point. C'est tout, mais ça change tout pour la nuit. Quelques autres petits conseils pour que la mission soit un succès total. On utilise une lampe de poche à lumière rouge pour ne pas s'éblouir et perdre sa vision nocturne. On commence par des cibles faciles et gratifiantes. La Lune, c'est toujours un spectacle, Jupiter, Saturne. Et pour les objets plus faibles, il faut être patient, laisser aux yeux un bon quart d'heure pour s'habituer à l'obscurité. Pensez aussi à quelques accessoires utiles, comme un filtre pour la Lune qui est très brillante, ou une lentille de Barlow pour augmenter le grossissement sur les planètes. Au final, le bon télescope, quel qu'il soit, c'est bien plus qu'un objet. C'est la clé qui ouvre la porte d'un terrain de jeu absolument infini. C'est ce qui transforme une simple nuit claire en une aventure, en un moment de découverte partagé qui restera gravé pour toujours. Alors, quelle sera la première merveille à explorer ?